Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Chants et louanges dans les églises pour marquer ce 1er novembre. Les chrétiens catholiques exhortés à marcher dans les pas de Jésus et la fête de Toussaint est également consacrée aux défunts, des messes dans les différentes paroisses pour qu'ils reposent en paix. Nous ferons le point tout de suite. Une solution est trouvée dans la filière palmier à huile. Les producteurs, les transformateurs et les raffineurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Tous les acteurs étaient réunis autour du ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani pour parler d'une même voix. 65 francs CFA le kilogramme de régime de graines au bord-champ et 530 000 francs CFA la tonne chez les raffineurs. Ouverture officielle de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique à Québec au Canada. Ces assises mobilisent les experts du monde entier autour de l'apport du scientifique à l'économie dans l'espace francophone. Adama Diawara, le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, représente la Côte d'Ivoire à cette 3e édition. Le mardi de l'Abissa était sacré. Sa Majesté Amontanoé, roi d'Enzima Kotoko, a effectué sa première sortie publique à l'Abissa. Cette année, les rois Nzima du Ghana prennent part à l'événement Chants et danse au son du tam-tam sacré. Les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré ce mercredi 1er novembre la Toussaint. C'est une fête de communion. Elle donne lieu à des messes dans les différentes paroisses, chants et louanges, dans ce reportage de Chris Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Les chrétiens catholiques ont célébré ce mercredi 1er novembre 2023 la Toussaint. À la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, prières et exhortations à marcher dans les pas du Christ, des moments forts de cette commémoration. Ce jour, le message que nous avons lancé à la communauté chrétienne, c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté. Il n'y a pas une classe d'âge, une classe de chrétiens pour laquelle la sainteté est réservée. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse vivante. Elle montre l'actualité et la bonne nouvelle de la présence de l'Esprit Saint. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, la messe a été dédiée à l'unité nationale, la paix entre les fidèles. Les chrétiens ont le devoir aujourd'hui d'essayer de marcher dans les pas de tous ces saints que nous célébrons aujourd'hui. Certes, ça n'a pas été facile à leur époque et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Mais avec la force et la grâce de l'Esprit Saint, nous pouvons y parvenir. À travers cette fête, c'est donc l'occasion pour nous, en nous confiant aux saints, de prier pour la paix dans le monde, prier pour la paix dans notre pays, prier pour la paix dans les cœurs de tous et de chacun, afin que ce grand bonheur puisse habiter cette terre pour une vie beaucoup plus fraternelle entre les hommes, entre les femmes de ce monde. La Toussaint, c'est aussi un moment de souvenir pour les fidèles catholiques. La fête de Toussaint, nous la célébrons parce que nous aspirons à être saints comme ceux que nous célébrons aujourd'hui. La célébration de la Toussaint, en lien de proximité avec les autres fêtes, Pâques et Pentecôte, marque ainsi la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie. C'est la même ambiance dans le centre du pays à Boaké. Les fidèles de la paroisse Saint-Paul de Gonfreville ont célébré la fête de la Toussaint. C'était dans le recueillement une messe pour honorer tous les saints canonisés par l'Église catholique. Laure Goretti, Soro Corona. Le 1er novembre de chaque année, des millions de fidèles catholiques à travers le monde se rassemblent pour célébrer la Toussaint, journée dédiée à la commémoration des saints et des martyrs chrétiens. Ici, à la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, dans la ville de Boaké, les fidèles commémore aussi cette journée spéciale. Après la messe, je vais au cimetière municipal. J'ai perdu mon père et ma mère, mais priez pour eux. La fête de Toussaint, vraiment, ça représente une grande chose pour moi. Pour les parents décédés, ceux même à qui n'ont jamais eu à prier pour eux, vraiment, je vais penser à eux dans mes prières. Dans son homélie, le père Atiwa Fulbert, curé de la paroisse, indique que tous doivent aspirer à être parmi les saints. Demain, nous commémorons aux défunts de notre Église qui sont partis. Et même, nous commémorons aux défunts anonymes que nous ne connaissons pas. Et nous les confions à Dieu pour qu'eux aussi
un jour, ils soient sanctifiés et parmi les élus du ciel. La Toussaint est aussi établie pour honorer ceux dont leur vie exemplaire ont inspiré d'autres à suivre le chemin de la foi. Comme le dit notre foi, je crois à la communion des saints dans le symbole des apôtres. La Toussaint est aussi associée à l'hommage des défunts par le nettoyage de tombes. Bon, on est venu nettoyer un peu la tombe des parents, papa, maman et puis les oncles. C'est pour toujours dire aux parents qu'on les a aimés, on les aime et puis on les aimera toujours. La chaussure, c'est la chaussure de mon cousin Chafara, le béni. Donc je suis venu, je fouille dedans pour voir une chaussure qui me plaît et je porte pour faire l'entretien de sa tombe et puis c'est propre. Quand il porte ça, il chante beaucoup. Sa chanson préférée c'est Julien Clément, mon Dieu, Julien Clément. Et une de nos équipes de reportage a sillonné des rues d'Abidjan. Les fidèles chrétiens n'ont pas hésité à partager ce qu'ils savent de la fête de tous les saints. Un homme de Dieu fait des précisions. Dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara, vous allez le voir, il ne faut surtout pas confondre la Toussaint à une célébration dédiée à tous les morts. Chaque année, le 1er novembre, l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. C'est la Toussaint. Rencontrés dans les rues d'Abidjan, les fidèles chrétiens partagent leur conception de cette commémoration. La Toussaint, c'est d'abord la commémoration des saints. Après ça, on pense à nos défunts. Pour moi, la Toussaint, c'est l'occasion que l'Église nous donne de prier pour tous ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu. Ça nous rappelle nos parents qui ont bien agi étant sur la terre, aujourd'hui qui sont morts et que Dieu les a accueillis les bras ouverts vers lui. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. À l'occasion de cette commémoration, des sachants bien outillés, comme le vicaire de la paroisse Saint-François-Xavier du quartier d'Anono, dans la commune de Cocody, nous édifient davantage. L'Église choisit ce jour du 1er novembre pour se rappeler de la multitude de toutes ces personnes qui ont vécu dans la foi en Dieu, qui ont vécu fidèles à la parole de Dieu malgré les obstacles, mais qui ont tenu à affirmer que le Christ est ressuscité de par leur comportement. Et ce culte a commencé sur les catacombes à Rome. Il n'y a pas dans l'Église catholique à proprement parler de fête des morts. Nous parlons de commémoration des fidèles défunts. Le père Gédric Christian fait des recommandations. Le pape Jean-Paul II de Vénérée Mémoire n'hésitait pas à dire que tout cheminement pastoral doit tendre vers la sainteté. Le but à tous, c'est la sainteté. Et comment y parvenir? Je pense que les saints peuvent nous aider avec leurs qualités et leurs vertus. Avec la Vierge Marie en premier, d'abord vivre des qualités et des vertus qui nous enseignent pour que nous puissions être plus conformes à l'image de ce Dieu très bon qui a accepté de nous sauver. On retient également que la sainteté n'est pas une voie réservée à une élite. Elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l'a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles le père Maximilien Kolb, Edith Stein, Padre Pio ou mère Teresa. Autre chose dans l'actualité ce soir, intéressons-nous maintenant à l'activité à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était face aux députés de la Commission des affaires économiques et financières. Amédée Kofi Kouakou a présenté une loi qui permettra de classifier et immatriculer les routes. Le texte adopté permet désormais une distinction plus nette entre les routes nationales, départementales ou urbaines. Moussa Konaté. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Amédée Kouakou Kofi présente le projet de loi portant classification et immatriculation des routes. Le texte est à sa deuxième lecture après son adoption en décembre 2022 par l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on s'est retrouvé au Sénat, il y a eu une référence qui n'était pas correcte et donc il fallait qu'on revienne aujourd'hui à l'Assemblée. Ce texte est extrêmement important pour la gestion des routes dans notre pays. Ça permettra donc d'avoir un entretien correct donc, de l'ensemble de ces routes pour savoir est-ce que c'est la région qui est responsable d'une route, le département ou une mairie. La Commission des affaires économiques et financières l'a adopté à la majorité. Et donc nous repartons heureux. La classification des routes permet de distinguer les routes dites nationales, départementales, communales ou urbaines. L'immatriculation, quant à elle, indique le numéro de la route.
Des routes neuves et un ciel dégagé pour arriver au Canada. Du 30 octobre au 3 novembre se tient la 3e édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique à Québec. Ce 1er novembre marque l'ouverture officielle des assises qui portent sur l'apport du scientifique à l'économie dans l'espace francophone. Adama Diawara, le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, y représente la Côte d'Ivoire. Sephora Zegui est notre envoyé spécial. La ville de Québec vibre au rythme de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Des ministres de l'enseignement supérieur, des experts scientifiques, économiques ou institutionnels, des étudiants francophones de haut niveau. Un face-à-face très attendu à Québec, organisé par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. Alors c'est un concept que l'AUF a mis à jour il y a 3 années. Suite à une très grande consultation mondiale que nous avons effectuée auprès de près de 15 000 personnes, des étudiants, des enseignants-chercheurs, des professeurs d'université, des dirigeants universitaires, des ministres de l'enseignement supérieur de l'éducation, des agences d'accréditation, des sociétés savantes. Vraiment, c'était une enquête mondiale. Et tous ont plébiscité le développement des sciences en français et le développement de nos pays par le savoir et la connaissance. Et il fallait un concept qui porte ces idées-là. Et on l'a appelé la francophonie scientifique. Venus de plus de 40 pays francophones, les experts et dirigeants du monde scientifique plaident pour un travail de concert afin d'offrir une éducation et une formation de qualité aux générations futures. Il faut qu'on réforme, il faut qu'on adapte l'éducation de chaque pays pour motiver les jeunes à se lancer dans les études. Plus de 750 millions de locuteurs francophones dans le monde. Il faut donc promouvoir davantage la langue à travers le développement scientifique et économique des pays membres. On a vraiment un beau levier et c'est ce qui nous permet de voir aussi la jeunesse hier. On a vu très dynamique, il y a une énergie incroyable. On doit être capable de miser sur cette jeunesse parce que c'est à travers nos actions à nous, je pense qu'on a une responsabilité commune et c'est à travers nos actions à nous qu'on va pouvoir justement nourrir un peu les générations futures. La Côte d'Ivoire répond présent à ces 3e assises avec la participation de son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il faut dire que quand on regarde aujourd'hui les enjeux nationaux, voire mondiaux, tels que les pandémies, le dérèglement climatique, le chômage, si vous voulez l'employabilité des jeunes, etc. Tous ces problèmes-là, tous ces défis nationaux et mondiaux sont d'une complexité telle que les décideurs politiques sont obligés de faire appel à l'avis, j'aurais dit, éclairé des scientifiques. Alors, et qui plus est, si nous prenons le cas des pays du Sud tels que les nôtres, qui pour leur émergence doivent s'appuyer énormément sur tout ce qui est science, technologie et innovation. Tout cela fait que nous sommes obligés d'avoir recours donc à la diplomatie scientifique. Et je signale que la diplomatie scientifique, c'est le cadre d'échange, de dialogue, de partage, si vous voulez, entre les décideurs politiques et les diplomates, 2, les scientifiques en général et les chercheurs en particulier, et 3, l'écosystème éducatif, notamment, si vous voulez, de façon générale, la société civile. Au-delà de la valorisation des solutions africaines, l'AUF veut pérenniser dans le monde entier un réseau d'expertise solide. Une conférence à huis clos est prévue à cet effet entre les ministres francophones pour la mise en œuvre d'un manifeste qu'ils ont tous ratifié en 2022. Sur place ici, une autre rencontre de 3 jours pour que l'adéquation formation-emploi soit une réalité. Les jeunes formés au niveau de l'enseignement technique et professionnel doivent être opérationnels pour intégrer le monde du travail. C'est ce qui ressort des conclusions des travaux des experts sur les réformes du secteur. On le voit avec Issa Tionayo. Rendre plus dynamique et efficace la formation des jeunes au niveau de l'enseignement technique et professionnel. C'est ce qui ressort des 3 jours de travaux des experts du secteur. Il s'agit de rendre plus concret l'adéquation formation-emploi. Nous formons des gens au métier. Il faut qu'au sortir de nos formations, que ces gens-là soient, ces apprenants soient opérationnels. Cette réforme vise à donner une part belle à ce qui est formation pratique. Les examens constituent un dispositif important de tous les systèmes scolaires modernes. Ils sont un révélateur non seulement des réalités pédagogiques, mais aussi économiques et sociales. Ils ont pour but essentiel donc de contrôler à la fois la valeur d'un candidat, mais aussi la valeur de la formation à laquelle il a été soumis. Monsieur le ministre, encourage fortement l'inspection générale et la direction des examens et concours à poursuivre
et à achever les travaux nécessaires à la mise en œuvre effective de ces différentes résolutions dès la session prochaine. La représentante du ministre de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage assure sur la prise en compte des conclusions des travaux pour une meilleure insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Et dans le nord du pays, on continue de parler de formation. Le député de Ouangolo a remis des kits scolaires aux élèves de la localité. Un soutien du ministre d'État Téné Birahima Ouattara aux IEP de Ouangolo et de Diawala. Ce matériel vient soulager les parents de ces écoliers. Le reportage de Jean-Yves Zadi, Charles Tatou. Remise de kits scolaires aux IEP de Ouangolo-Dougou et celle de Diawara dans la région du Tiologo au nord du pays. Ce matériel éducatif, composé de sacs à table, de cahiers et de silos, remis par Traoré Drissa, député de la localité, au nom du président du conseil régional du Tiologo. Par ailleurs, ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Un don bien apprécié par les bénéficiaires. Je remercie Papa Téné et ainsi l'honorable Traoré Drissa de nous avoir partagé ces kits. Ces kits vont nous permettre de bien travailler et avoir de bons résultats. Le représentant du directeur régional de l'éducation nationale exprime sa gratitude aux donateurs. Au nom du DREN, je voudrais lui dire merci. Dire merci à son envoyé, l'honorable, qui ont accepté ce matin de nous donner ces kits-là pour que les enfants puissent aller à l'école. Pour l'envoyé du ministre d'État, ministre de la Défense, cette action s'inscrit dans la politique de gratuité de l'école initiée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Cet important don de matériel didactique permettra sans nul doute à nos enfants d'apprendre plus aisément les cours dispensés par leurs enseignants. Au nom donc du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, j'exhorte l'ensemble des acteurs de l'éducation, des parents d'élèves, ainsi que des élèves à en faire bon usage. Cette cérémonie de remise des kits scolaires s'est déroulée en présence des autorités administratives et coutumières du département. Ici, à Abidjan, fermé à la circulation ce mercredi 1er novembre, le pont Alassane Ouattara a reçu de nombreux visiteurs. Ils sont venus des différentes communes d'Abidjan, enfants, personnes adultes. Ils étaient tous au rendez-vous pour admirer ce bel ouvrage qui réunit Cocody et le plateau. C'est un reportage de Kadi Kone, Khalil Diomandé. Coucou les amis de Ouagadougou, nous sommes sur le pont Alassane Ouattara. Le pont est juste derrière nous, vous le voyez, il est vraiment très beau, très magnifique. Emma et Micheline sont venus spécialement du Burkina Faso pour découvrir le 5e pont d'Abidjan. La preuve que l'édifice s'est imposé comme le symbole de la capitale économique ivoirienne en seulement 2 mois d'existence. On voyait ça sur les réseaux sociaux, donc du coup, nous aussi on est venus pour voir, pour faire des photos, voilà. On va aller au moins en parler à notre retour. Ces citoyennes burkinabées font partie de la centaine de personnes présentes ce 1er novembre, jour férié, pour contempler l'ouvrage. Photos ou vidéos, chacun essaie à sa façon d'immortaliser le moment. Comme c'est un chef-d'œuvre, à chaque fois je vois la télévision, j'ai voulu voir, il est impeccable. C'est une opportunité pour nous aussi en tant que photographes de visiter le pont et aussi proposer nos services, de faire la promotion aussi de la photographie. From China. This is the first time come to Côte d'Ivoire. Je suis venu de la Chine pour une visite de travail en Côte d'Ivoire. J'ai profité de l'occasion pour visiter le pont. Je le trouve beau. Vraiment beau. Les férus de skateboard sont aussi de la partie. Ils profitent de l'absence des véhicules pour partager leur passion aux visiteurs. Franchement, le sol est clean. Hein. Le sol du pont est très clean, donc ça glisse bien. Donc on se sent bien quand on skate ici. Et en plus ça fait plaisir parce qu'il y a plein d'enfants, donc on peut leur apprendre, on peut faire des vidéos. À ceux qui se plaignent de la récurrence des visites sur le pont Alassane Ouattara, la réponse des amoureux de l'édifice est claire. Venir visiter le pont de façon régulière, en tout cas c'est une manière pour nous de dire au président qu'il a fait un très beau travail. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on vient visiter le pont, mais on est tous ivoiriens. Et ce pont nous appartient tous. On paye les billets d'avion pour se rendre à Paris. Quand tu arrives à Paris, que tu n'as pas vu la Tour Eiffel, c'est comme si tu n'y étais pas. Donc ce pont doit être pour nous comme la Tour Eiffel.
L'affluent sur le 5e pont d'Abidjan pourrait évoluer une fois la nuit tombée. Certains visiteurs sont impatients d'apprécier sa facette lumineuse aux couleurs du drapeau national. On va parler maintenant de coopération. Les travaux d'achèvement de la mosquée Salam du Plateau vont bientôt reprendre. Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, a remis le chèque de l'Arabie Saoudite à la communauté musulmane, plus de 1,8 milliard de francs CFA pour achever les travaux. Abdoulaye Koné. Que Dieu mette la baraka dans les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Des mots de remerciement qui traduisent toute la gratitude de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire au Royaume de l'Arabie Saoudite à travers le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. C'est particulièrement bien encadré par le président du COSIM et le conseiller spécial du chef de l'État chargé des cultes que le recteur de la mosquée Salam a reçu le chèque qui permettra d'achever les travaux de l'édifice religieux. C'est un jour de bonheur pour moi, mais au-delà de moi, toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, de la sous-région, parce que vous voyez bien la mosquée Salam du Plateau, la mosquée de la paix. Nous y prions avec les gens, les fidèles de toute l'Afrique et de tout le monde. Et nous pensons également que cela est issu de la sagesse des relations tissées avec la Côte d'Ivoire à travers son Excellence Alassane Ouattara. Et nous prions Dieu que ces relations se perpétuent. Un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères et ses hôtes du jour avaient posé le sceau de cette fructueuse collaboration entre Yamoussoukro et Riyad, un acte qui traduit l'excellence des relations entre les deux pays. Tout cela est le résultat de la sage politique menée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a su tisser avec le roi d'Arabie Saoudite et le prince héritier une amitié forte qui permet que les événements de ce genre aient lieu de temps en temps. Vous savez que l'Arabie Saoudite nous aide énormément à travers plusieurs canaux. Ce geste nous permet d'achever la construction de cet très bel édifice au plateau, donc la mosquée, et nous en sommes heureux. Les relations entre le Royaume de l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire ont débuté en 1985, des rapports de coopération caractérisés par le respect mutuel et la collaboration dans plusieurs domaines. Alors en France, le Salon du chocolat de Paris referme ses portes après 5 jours d'exposition. Le Conseil Café Cacao se réjouit d'avoir atteint ses objectifs. Le bilan est jugé positif. On peut citer notamment la valorisation du cacao et de ses produits dérivés, l'atelier des professionnels français et la remise de prix aux planteurs et maîtres chocolatiers Ulrika Dangon, Delphine Blas, nos envoyés spéciaux dans la capitale française. On termine le salon du chocolat en beauté. Fini les dégustations. Fini également les ateliers dénommés classe cacao. Fini les démonstrations et la vente des délicieuses tablettes de chocolat. Ce mercredi 1er novembre, les portes de Versailles se ferment sur le 28e salon de chocolat de Paris. Avant de tirer le rideau, le Conseil Café Cacao dresse son bilan. Il est bon de venir présenter tous les programmes qui sont mis en œuvre au sein du Conseil du Café Cacao, notamment en ce qui concerne pour la traçabilité et la durabilité du cacao ivoirien, de venir dire ici à Paris, au centre de l'Europe, que la Côte d'Ivoire est prête, qu'elle a tout mis en œuvre pour répondre à la réglementation de l'Union européenne qui va bientôt rentrer en vigueur. Une deuxième raison de notre participation ici aussi, c'est de mettre en lumière le travail des artisans chocolatiers ivoiriens. Pour cela, nous avons initié cette année une grande nouveauté. Nous avons eu le grand honneur de recevoir l'Académie culinaire de France, qui est à la gastronomie française ce que l'Académie française est à la langue de Molière. On a donc reçu, par exemple, entre autres, le meilleur ouvrier de France émérite, âgé de 93 ans. Également le chef cuisinier émérite de l'Élysée-Matignon, qui a servi sous 4 présidents. Ils ont été, émerveillés par tout ce que nos artisans chocolatiers ont pu leur présenter, des mets à base de cacao de Côte d'Ivoire qu'ils ont pu déguster. Le bilan est très satisfaisant. Il faut le dire, la Côte d'Ivoire part avec une bonne note. 19,9, allez 20 même. 20. Je donnerais 20 sur 20. Je dirais 20 sur 20, vous êtes parfait. Affluence record au stand du Conseil Café Cacao. Je développe particulièrement le café du Tongpi, le café des montagnes. Et j'ai plus de 5 cafés originaires de cette région. Très fière de pouvoir présenter ces cafés-là et qui ont été appréciés tout au long du salon. Autre fait marquant au salon du chocolat, la remise de prix aux planteurs et aux maîtres chocolatiers pour la qualité de leur travail.
une fierté pour nous et ça nous permettra de plus donner de nous, plus faire le travail plus proprement. C'est un sentiment de joie, c'est un rêve de petite fille qui se réalise. C'est toutes les régions, la coopérative d'Aloa, Bangolo, et je pense aussi celle du Guémon, qui développent ce qu'on appelle des identifications géographiques particulières qui pourraient demain faire l'objet de protection, comme le Bordeaux est protégé, comme le Merlot est protégé. Donc, nos chocolatiers sont en train d'évoluer vers une modernisation et une industrialisation de la filière. Le Salon du chocolat, c'était plus de 250 exposants et 100 000 visiteurs. Ils quittent le Festival du chocolat en ayant à l'esprit que la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de fèves de cacao, avance sur le chemin de la transformation. On s'intéresse à une autre filière. Les acteurs du palmier à huile sont désormais d'accord. Il y avait une crise qui opposait les producteurs, les transformateurs et les raffineurs. Une réunion technique convoquée par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a permis de fixer de nouveaux prix consensuels. 65 francs CFA le kilogramme de régime de graines au bord champ et 530 000 francs CFA la tonne chez les raffineurs. Lanciné Bakayoko. C'est un ouf de soulagement pour les acteurs du palmier à huile confrontés à une grave crise au niveau de la commercialisation. Grâce à la médiation du ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, les 3 collèges composant la filière palmier à huile, à savoir les producteurs, les premiers transformateurs et les raffineurs, sont parvenus à un consensus sur les prix praticables. Sur les 3 mois à venir, nous avons pris donc la décision qui est d'acheter le kilogramme de régime de palme bord champ à 65 francs. Au niveau de la tonne d'huile, désormais, le prix qui est affecté est de l'ordre de 530 000 francs. Pour répondre aux inquiétudes des raffineurs liées aux importations illégales de l'huile de palme, Kobena Kwasi Adjumani promet qu'un arrêté interministériel sera signé interdisant l'entrée frauduleuse de l'huile sur le marché ivoirien. Nous voudrons lui dire merci pour son implication personnelle dans la résolution de la crise qui couvait, ce qui va nous permettre d'entrevoir la pointe avec beaucoup d'espoir et d'espérance. Toutes les autres huiles déjà entrées illégalement sur le marché seront saisies. Des négociations seront entreprises avec les pays qui ont décidé de tourner le dos au marché de l'huile ivoirien afin de nouer de nouveaux partenariats. Au niveau du palmier à huile, la production ivoirienne s'élève à 600 000 tonnes. Quant à la capacité de raffinage, elle est de 1,2 million de tonnes. Soutenir les progrès et célébrer une décennie de changement, c'est tout le sens de la mobilisation à Abidjan des directions de plusieurs universités et centres de recherche. 4 jours durant, les experts du projet de Centre d'excellence de l'enseignement supérieur africain pour l'impact sur le développement ont travaillé. Ils vont faire des recommandations au gouvernement pour une durabilité bénéfique aux communautés du continent. La fourniture d'une plateforme d'apprentissage par les pairs et le financement sont au cœur des préoccupations. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique accompagne le comité de pilotage du dit projet. En culture, Sa Majesté Amontanoé, roi d'Nzima Kotoko, a effectué sa première sortie publique à l'Abissa. Cette année, les rois Nzima du Ghana ont effectué le déplacement pour témoigner leur attachement à ce rendez-vous culturel. Une journée de chant et de danse au son du tam-tam sacré. C'était aussi l'occasion de faire la critique sociale. La prestation de la danse Abissa par les grandes familles s'est déroulée dans une liesse populaire. Vous allez le voir avec Davis Oyo qui nous plonge au cœur de cette journée particulière à Grand Bassam. Le sacré de l'Abissa, ou première sortie du roi, est le moment le plus attendu de l'Abissa. L'entrée de Sa Majesté Aoula Montanoui, roi d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, dans l'Abissa, plonge le peuple Nzima dans une ambiance surchauffée. Entouré des commiants, des danseurs Achouin Kwasi, des fils et filles issus de la famille matriclant
Envavilé, dépositaire de l'Abissa et des danseuses du Palais Royal, Sa Majesté Aoula Montanoui communie avec ses sujets. Aux côtés de Sa Majesté, la Reine-Mère et les rois Nzima du Ghana, il s'agit des têtes couronnées d'Assim et de Benyivi. Ils assistent aux différentes prestations de danse des Komians, des familles dépositaires de l'Abissa, suivies de la danse de la solidarité entre les familles Ndjoafor et Ezolier, exécutée par le groupe Konyele Mendan, au son et au rythme du tamalé, au tandoba, deuxième tambour femelle et seconde épouse du tam-tam sacré, ou les Do Ongboli. Haute attraction de cette journée sacrée, la critique sociale formulée à travers la poésie chantée. La présence des rois Nzima du Ghana dénote de la volonté de Sa Majesté Aoula Montanoui d'inscrire l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On sortit du pays en sport maintenant, le tour du Faso se poursuit. C'est la montée en puissance des éléphants cyclistes sur l'axe Tenkodogo-Zorgo. Le capitaine Abou Sanogo est monté sur le podium et se rapproche du trio vainqueur au classement général. Le point de cette 5e étape avec nos envoyés spéciaux Barnabé Conan, Salif Ouattara. Sur l'axe Tenkodogo-Zorgo, long de 75 km 400, les baroudeurs du peloton ont eu le temps de se frotter. Résultat, une folle chevauchée lancé à 3 km de l'arrivée. À ce jeu, c'est le maillot jaune Paul Domon qui impose sa roue avant en 1h33 minutes 27 secondes. Le même chrono que l'Ivoirien Boussanogo, très en vue depuis la 4e étape. Le capitaine des éléphants cyclistes s'offre en prime avec ce chrono une 4e place au classement général. Il fait 2e à l'étape, il était content pour tous les groupes à travailler. Ils ont essayé de m'emmener. Ils m'ont fait partie dans l'échappée, donc j'étais tellement fier pour toute l'équipe. Avec cette 3e victoire d'étape, Paul Domon, leader au général, est désormais à 16 secondes de son principal challenger, le Belge Wouters Rüdiger. Ça reste 5 étapes. J'ai dit qu'il va falloir encore bien continuer et avec le travail collectif et vraiment avec des consignes individuelles pour pouvoir terminer avec ce maillot. En plus d'Abou Sanogo, Cissé Isiaka est également monté sur le podium de Zorgo et reçoit le prix Raimo de l'intégration. Et dans le reste de l'actualité, la Chine, les États-Unis, l'UE et une vingtaine de pays ont signé ce mercredi au Royaume-Uni la déclaration de Bletchley. Ils s'engagent pour un développement sûr de l'intelligence artificielle. C'était lors du premier sommet international consacré à cette technologie. C'est un nouvel effort mondial visant à garantir que l'IA est développée et déployée de manière sûre et responsable. Tout l'enjeu est d'arriver à définir les garde-fous sans entraver l'innovation pour les laboratoires et géants de la tech. L'UE et les États-Unis ont choisi la voie de la réglementation. Voilà qui m'interrompt à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'un couteau, même très tranchant, ne peut tailler son propre fourreau. Dieu le voulant, on se retrouve demain.